Donc, effectivement, on va un peu parler de l'apprentissage personnalisé à grande échelle, qui est un peu la mission de notre entreprise, enfin, la mission qu'on essaye de faire. Euh, et voilà. Peut-être une petite présentation pour commencer. Donc, je m'appelle Matsonati. J'ai un parcours à l'université où j'ai fait un doctorat en chimie. Et ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie chimique. Et j'ai fait un MBA il y a maintenant 5-6 ans. Et mon parcours éducatif, il a été marqué notamment par la dyslexie de mes deux frères. Moi, je suis pas dyslexique, mes deux frères sont dyslexiques, et ma mère nous a fait Montessori. Et heureusement d'ailleurs qu'elle a fait ça, parce que mes deux frères ont eu beaucoup de souffrance pendant leur parcours scolaire, et moi, j'en avais pas. Et en grandissant, du coup, j'ai été confronté à ces différentes manières d'apprendre. Euh, et, et j'avais un petit peu au fond de moi cette envie voilà, de faire quelque chose, d'entreprendre dans l'éducation pour essayer de changer un petit peu ça. Et en 2019, avec Benjamin Parmentier, on a cofondé Inukufu. Benjamin est aussi dyslexique. C'est d'ailleurs ça qui nous a amené à discuter en fait de ce projet et puis de creuser et puis de voir que il y avait des pièces qui manquaient et qu'on pouvait peut-être y apporter notre brique. Donc, on a cofondé Inukufu. On est donc une entreprise qu'on appelle EdTech, donc c'est-à-dire on utilise les nouvelles technologies au service de l'éducation. Et on est plus spécifiquement, on travaille sur les données éducatives, deux types de données, les learning objects. Donc ça, c'est le terme un peu académique, mais en gros, ce sont tout ce qui est ressources éducatives et les traces d'apprentissage. Donc les actions, les activités que font les apprenants, euh, qui sont d'ailleurs souvent associées à l'utilisation de ressources éducatives, et comment est-ce qu'on peut utiliser ces traces pour ben, remplir cette mission qu'on s'est donnée de personnaliser à grande échelle l'apprentissage. Alors si on reprend un petit peu le cours de l'histoire dans l'éducation, l'apprentissage personnalisé, c'est pas du tout une nouveauté. Au contraire, ça a été même le premier apprentissage, la première méthode d'apprentissage qui a été appliquée, ça a été d'avoir euh, des, des sages, des précepteurs qui allaient former des enfants, les éduquer, euh, leur apprendre les compétences, et tout ça de manière assez, on va dire, personnalisée. On a le premier exemple qui est Aristote, qui était le précepteur d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, il aurait jamais pu, en aussi peu de temps, faire toutes ses conquêtes s'il n'avait pas eu un sage comme Aristote qui, dès la plus jeune enfance, le suivait de près. Plus récemment, il y a une centaine d'années, on a eu Maria Montessori qui a développé toute une méthode centrée sur l'enfant. Donc, et donc, corollaire, c'est avec un apprentissage très personnalisé en fonction de, du développement, des progrès, de la vitesse, du rythme de chaque enfant. C'est pas nouveau du coup, mais par contre, et c'est génial, donc puisqu'on peut, ça permet d'adapter, enfin une adaptation pardon, de l'apprentissage, c'est ce qui marche vraiment le mieux. Mais la limite, c'est que c'est une méthode assez élitiste. C'est difficilement applicable à grande échelle, puisqu'on a généralement un ratio enseignant-apprenant de 1 pour 5 ou 1 pour 1, si on a vraiment le cas du précepteur. Ce qui est donc pour ça que ça a été souvent, euh, ces méthodes d'apprentissage ont souvent été réservées à des nobles, à des gens en tout cas qui ont les moyens. Et il y a à peu près 200 ans, avec la révolution industrielle, lorsqu'on a souhaité euh, apprendre, éduquer la population à très grande échelle, bah, cet apprentissage ne pouvait pas être appliqué. Donc on a dû mettre en place des systèmes qui marchent avec des ratios plutôt de un enseignant pour 30 apprenants, ce qu'on voit dans le K12, donc le primaire, euh, collège, lycée, et puis pour le secondaire, en tout cas L1, L2, on a carrément des ratios qui montent à 1 pour 150, 1 pour 200, 1 pour 300.
même si après ce ratio redescend un petit peu. Voilà. Donc en gros, on se retrouve face à ce constat, et comment est-ce qu'on peut, eh ben, du coup, personnaliser, donc avoir la force de l'apprentissage personnalisé, qui est l'adaptation, mais l'appliquer à une grande échelle, donc en gardant en fait les ratios enseignants-apprenants que nous avons actuellement. Alors, je vais vous parler un petit peu de la taxonomie de Bloom, parce que c'est un fondement euh, assez important pour comprendre notre technologie, et puis pour de toute façon, de manière générale, l'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre? Ben, avec la taxonomie de Bloom, on peut diviser les objectifs pédagogiques en 6 niveaux. Les 3 premiers étant donc l'acquisition de connaissances, c'est vraiment généralement le premier objectif. Ensuite, on a la partie compréhension, donc une fois que les bases, que la théorie a été on va dire diffusée et apprise, mémorisée par les apprenants, il faut qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils ont appris par cœur. Et puis ensuite le mettre en application. C'est là où on va retrouver les travaux pratiques, on va retrouver les stages, tout ça. Ensuite, on a d'autres niveaux, l'analyse, l'évaluation et la synthèse, mais qui sont des maîtrises avancées. Donc, nous, dans le cadre de notre technologie, on s'est vraiment concentré déjà sur les 3 premiers niveaux. C'est déjà un gros travail, vous allez le voir. Euh, mais voilà, donc faut savoir quand même qu'il y a ces niveaux supplémentaires. Donc voilà, donc si on reprend le cours d'histoire et qu'on se place dans les années 1920, qui est d'ailleurs les années à partir desquelles Maria Montessori met en place sa méthode, du coup elle se posait du coup déjà cette question à l'époque, euh, puisqu'à l'époque on avait en gros, pour apprendre une compétence, on avait un petit peu 2 voies. Soit on allait lire un livre, on allait à la bibliothèque, c'était un apprentissage assez autonome, et on se focalise quand même sur les niveaux de Bloom que sur l'acquisition de connaissances. C'est dur avec un seul livre de de vraiment aller dans la phase de compréhension, même si on peut expliquer, on peut mettre des exemples dans un livre, euh, ça reste difficile en autonomie. Ensuite, on avait la voie plutôt école, où on va passer par ces différentes étapes, on va s'asseoir dans une classe, on va écouter euh, ce que l'enseignant dit ou ce qu'il écrit au tableau, on va le noter, on va faire des exercices, euh, on va répéter et ensuite on va avoir un examen final. Voilà. Donc, on a un petit peu ces 2 voies, et c'est face à ces 2 voies qui laissent peu de place finalement à la personnalisation et à l'adaptation à chaque apprenant, que Maria Montessori, ben, c'est demander qu'est-ce qu'on pouvait apporter comme alternative. Et ces alternatives, elle les a apportées surtout finalement en renversant la réflexion à l'époque qui est d'ailleurs aussi souvent encore maintenant, euh, le programme d'abord et les enfants s'adaptent au programme, en renversant et en disant non, le programme c'est pas l'objectif. Ce qui est important justement sont les objectifs pédagogiques. Il faut les atteindre, et ensuite il faut adapter le programme à l'enfant, à l'apprenant, pour atteindre ces objectifs. Voilà. Maintenant, si on fait un bond dans le temps et on arrive à notre époque, eh bien, on est en 2022 et on a une explosion des activités, des dispositifs éducatifs en volume, en nature, en accessibilité. On a des livres, e-books, on peut aller à l'école, on peut faire des formations, des bootcamps, euh, il y a des vidéos YouTube, on peut trouver tout ce qu'on veut sur n'importe quel sujet, des podcasts, comme on a vu là dans le projet qui a été récompensé, des MOOC, des apps. Enfin voilà, on a vraiment une richesse d'activités éducatives et un accès assez facile et gratuit presque pour tout. Euh, mais
c'est assez difficile pour une personne de naviguer dans tous ces choix. Donc là, on a essayé un petit peu de les, de les mapper sur les différentes taxonomies de Bloom pour être bien conscient que regarder une vidéo en particulier, il y a beaucoup de vidéos de vulgarisation et d'introduction sur YouTube, et c'est vraiment bien. Euh, ça aide clairement au premier niveau de la taxonomie de Bloom pour plein d'élèves. Mais ceci dit, ça veut, à part si on est peut-être dans des tutoriels guidés, et encore, on est rarement dans les taxonomies enfin, les niveaux de Bloom sur la compréhension et l'application. Ceci dit, il existe d'autres choses. On a des jeux pédagogiques, des serious games qui se développent. On a vu avec la réalité, avec la VR, on peut maintenant avoir voilà, tout un panel de nouvelles activités pour vraiment mettre en pratique une compétence apprise. Et ça, c'est génial. Voilà. Donc, comment est-ce que, face à cette situation, hein, donc en 2022, une explosion de toutes ces activités et tout ça, comment est-ce qu'on arrive à personnaliser l'apprentissage à grande échelle? Donc ça, c'est vraiment la question qui nous anime tous les jours et à laquelle on essaye de répondre. Donc la première partie, c'est de comprendre que l'expérience est finalement pas structurée. C'est-à-dire qu'on a accès à toutes ces ressources, qu'elles soient classiques, hein, parce que le livre est pas mauvais en soi, hein, au contraire, ça reste un outil éducatif important. Donc l'idée c'est pas de le remplacer systématiquement. L'idée c'est plutôt de dire à quel moment c'est pertinent, pour quel besoin c'est pertinent, pour quel objectif pédagogique c'est pertinent. La même chose avec l'université. L'idée c'est de ne pas remplacer l'université, au contraire. L'université restera toujours centrale dans l'apprentissage, notamment justement parce que c'est les lieux où on va pouvoir travailler sur la partie compréhension et mise en pratique. Mais l'idée, c'est plutôt de comment est-ce qu'on organise et on va aider en tout cas les utilisateurs à un peu structurer ces expériences qui sont pour l'instant peu structurées. Et on a des très beaux exemples d'ailleurs d'autodidactes qui apprennent des choses fantastiques tout seuls. Et ça, c'est vraiment magique. Grâce à justement cet accès facile à toutes ces ressources éducatives variées sur tous les sujets. Mais, une fois de plus, si on parle d'autodidacte, c'est quand même encore à chaque fois un cas qui n'est pas le cas courant. Donc, dans le cas courant, c'est qu'on n'est pas autodidacte, il faut qu'on nous donne des objectifs, il faut qu'on nous aide à fixer le juste niveau de difficulté, qu'on nous aide aussi à rester impliqué dans l'apprentissage. Et donc, pour ça, il faut qu'on soit encadré, il faut qu'on soit dans un parcours qui va être structuré. Donc l'idée, c'est d'aider un petit peu dans tous ces choix possibles, dans tous ces parcours possibles, d'aider à structurer l'expérience de l'apprenant. Donc c'est un peu la première étape, c'est vraiment la structuration, et je marque personnalisé parce que c'est l'objectif, même si on va voir que c'est encore compliqué à faire et qu'il y a encore du travail. Alors, donc là, donc c'est un schéma là qui montre un peu une fois de plus, si on parle d'expérience apprenant, qu'est-ce que ça veut dire? Expérience apprenant, c'est vraiment maintenant une expérience qui est multiple. C'est multiple en format, en outils qu'on va utiliser. Ça peut se passer en ligne, ça peut se passer en physique, ça peut se passer en hybride comme aujourd'hui, ça peut se passer de plein de manières différentes, ça peut se passer avec de la VR, sur un ordinateur, dans un groupe de travail, dans une sortie dans la nature, voilà, ça peut vraiment se passer de plein de manières différentes. Et du coup, c'est à la fois hyper intéressant et riche, mais à la fois, quand on veut développer des systèmes qui vont permettre d'aider à structurer ces parcours, ça devient assez complexe. Donc, toute la communauté, puisque quand même ça va faire plus d'une vingtaine d'années que la communauté éducative se pose ce genre de questions, a mis en place notamment des normes
Et là, on a donc une norme qui s'appelle XAPI, qui permet d'exprimer, qui permet que ces multiples systèmes qui vont accueillir l'apprenant dans une activité puissent exprimer la trace, donc ça, ce qu'il a fait, d'une manière qui va être interopérable et réutilisable. Et ça, c'est assez clé, puisque on vit dans un monde où justement l'utilisateur, l'apprenant, est dans plusieurs activités, et c'est chacune de ces activités, ça va être peut-être un site web, une application, un centre de formation, une salle de classe, et il faut que ces différents endroits parlent le même langage, utilisent le même modèle de données. Ça, c'est très important puisque, et c'est un des challenges, on sort d'un système où avant, comme je vous le disais, donc sur le slide, on voit le parcours soit dans la bibliothèque avec le livre, soit dans la salle de classe, à l'école. Avant, quand on faisait une formation, on était dans un cadre, et c'était toujours le même cadre. Il y avait une organisation entre les profs pour qu'ils échangent chacun les notes qu'ils ont sur les étudiants, puis qu'à la fin, il y ait le bulletin de notes, mais c'était somme toute assez cadré. Maintenant, si l'activité, elle va se passer dans une salle de classe, elle va se passer en ligne, elle va se passer dans le métavers, ça va se passer dans des endroits qui sont différents. Et une salle de classe, même si elle a un logiciel, c'est pas forcément elle qui a la main sur le modèle de données. Et comme on veut pas que ça soit on va vers des systèmes qui sont donc, le mot-clé là, c'est décentralisé, il faut que ces systèmes décentralisés, ils aient des normes communes pour qu'ils puissent être interopérables. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la situation actuelle. On est dans cette situation-là, c'est-à-dire les systèmes vont vers ces normes d'interopérabilité pour discuter ensemble. Ce qui est d'ailleurs une super nouvelle. Puisque il y a encore 5-10 ans, c'était pas du tout le cas, et du coup, on parlait de recommandations ou de personnalisation, mais c'était vraiment que des rêves ou que des choses qui ne pouvaient marcher qu'à l'intérieur, par exemple, d'une application. On pouvait avoir une application de mathématiques qui allait faire de l'apprentissage personnalisé de mathématiques au sein de l'application. Donc, c'est-à-dire qu'on allait personnaliser les questions, les niveaux de difficulté, mais c'était toujours à l'intérieur d'un système très fermé. Là, actuellement, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère où on va faire de la personnalisation entre applications, entre lieux, en gros, d'activités éducatives. Donc cette norme, elle est assez intéressante parce qu'elle est assez proche sémantiquement, elle est assez facile à lire puisqu'on a une approche sémantique. Donc chaque trace d'activité va être basée sur un format sujet, verbe, objet. Donc, I did this. Donc, ça va permettre de pouvoir exprimer plein d'activités différentes tout en gardant les mêmes normes. Alors, si on met la version donc JSON, qui est le format de données utilisé par cette norme, on peut revoir et on voit que c'est assez lisible, puisqu'on va voir qu'il y a la partie acteur, donc où on va donner l'indication de qui est-ce qui a fait la trace. Donc là, on va dire que c'est moi qui suis en train de vous lire cette définition. On va avoir un identifiant, alors ça peut être l'email, mais ça peut en être d'autres. En tout cas, toute cette partie-là identifie celui qui fait l'action, celui qui génère la trace. Ensuite, on a une partie verbe qui va définir quelle action on fait. Donc là, par exemple, je suis en train de vous lire la définition, donc c'est read en anglais, et on a un identifiant défini de manière internationale qui permet de dire, voilà, donc ça, le verbe lire, puisque donc si on suit ce lien, on va arriver sur la définition de ce verbe d'action et vraiment d'avoir la définition fine pour comprendre bien le contexte. Et ensuite, la dernière partie, c'est l'objet. Et c'est là où il va y avoir toute la richesse du monde éducatif de notre époque, puisqu'on peut mettre, donc on va avoir un identifiant, donc là, l'identifiant, c'est l'adresse URL de la définition d'un statement XAPI. Et dans ces définitions, on va pouvoir mettre le nom, et on va pouvoir mettre la description si on veut, on va pouvoir mettre plein d'autres données qui vont représenter l'objet
sur lequel l'acteur a fait une action. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant, parce que ça, comme je vous dis, ça ouvre les portes. Maintenant que les systèmes commencent à exprimer les traces de l'apprenant de la même manière, ça permet du coup d'envisager de faire de l'apprentissage personnalisé entre activités. Alors, je vais faire un focus sur ce qu'on appelle les learning objects. Donc, ce sont ces objets qu'on voyait là dans cette trace, là, ces objets-là. Qu'est-ce que c'est que ces objets, ces learning objects? Alors, ces learning objects, en fait, ce sont des ressources éducatives. Ce sont en fait un petit peu les briques élémentaires ou combinées qui vont permettre d'atteindre un objectif pédagogique donné. On parle de learning object, et on parle de learning object, c'est important puisque la personnalisation implique que les objets d'apprentissage que vont faire l'étudiant ne seront pas les mêmes entre l'apprenant A et l'apprenant B. On va vouloir les amener aux mêmes objectifs pédagogiques, c'est ça qui ne change pas. Hein, dans une formation, dans un parcours, un cursus, ce qui ne change pas, c'est l'objectif, ça reste le même objectif. Par contre, leurs parcours vont être différents, et si on va jusqu'au bout de l'utopie, même si ce n'est pas une utopie, on va y arriver, si on va jusqu'au bout du rêve, chaque apprenant aura vraiment un parcours et une expérience qui aura été différente de son voisin, et optimisée pour ses besoins, pour sa vitesse d'apprentissage sur certains sujets, pour ajuster le niveau de difficulté, pour qu'il soit toujours au bon niveau, ni trop dur, ni trop facile. Et voilà. Donc il faut vraiment, du coup, commencer à réfléchir plus en programme, mais plutôt en une série de learning objects qui vont s'enchaîner à différents moments suivant une logique, et qui va, du coup, cette logique, en fait, va permettre d'adapter pour chaque étudiant le bon learning object au bon moment. Donc là, les learning objects, comme je vous ai dit, ils peuvent être élémentaires, mais on le voit, ils sont aussi souvent composites. C'est souvent un assemblage de plusieurs ressources éducatives ensemble qui vont former un learning object plus gros, et avec toujours le point commun étant que ça vise un objectif pédagogique donné. Donc on a bien sûr les vidéos, les podcasts, les articles qui sont vraiment dans le learning object élémentaire. Puis on en a comme les applications, les MOOC, les cours, voire la formation. Finalement, la formation, c'est un ensemble agrégé de learning object et d'activités. Combien il y en a? Alors, en termes de volume, nous, on estime qu'il y en a à peu près 250 millions. Et en fait, il y en a surtout énormément, c'est des vidéos. Vraiment une quantité de vidéos, en particulier avec YouTube, qui explose. Les MOOC, pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente tous les MOOC confondus de toutes les plateformes, que ce soit Coursera, Udemy, en France FunMOOC, EDX, ça représente à peu près 130 000 MOOC. Vous voyez, ce qui est déjà beaucoup. Hein. On commence à en avoir des MOOC sur quasiment tous les sujets. Mais on est loin, par contre, du volume de vidéos. Mais c'est normal aussi, parce que le MOOC, c'est un objet qui est plus complexe, une agrégation, justement, de plusieurs learning objects. Voilà. Et alors, pour vous donner un ordre de grandeur aussi, pour mettre tout ça dans le contexte, actuellement, un moteur de recherche comme Google ou Bing, ça indexe 20 milliards de pages. Enfin, c'est ce qu'il faut pour en fait apporter une réponse à une recherche sur à peu près quasiment tous les sujets. On voit que si on se concentre que sur les objets d'apprentissage, on est plus de l'ordre de 1% de cet index, ce qui représente déjà quand même des volumes hyper importants à indexer. Mais ça permet quand même aussi de restreindre et de voir que c'est quelque chose d'accessible et de faisable. En tout cas, nous, c'est toute la technologie qu'on développe, c'est vraiment dans ce but-là, d'indexer tous ces learning objects, les caractériser finement, et de pouvoir ensuite les utiliser dans des systèmes de recommandation, d'apprentissage personnalisé, ainsi de suite.
Donc, si on fait un focus maintenant donc, sur les systèmes de recommandation, donc les systèmes de recommandation, il y en a deux grandes catégories, qui sont les recommandations basées sur le contenu. Dans ce cas-là, et c'est un petit peu ce qu'on va trouver par exemple sur Amazon, ce sont de la recommandation d'objets similaires. Donc, par exemple, le système va détecter que l'utilisateur a regardé tel objet, puis ensuite il a regardé tel objet, et on va chercher des objets dans le catalogue, on va chercher des objets qui sont similaires à ces deux objets que l'utilisateur a pris. Et ensuite, on va lui recommander donc, cet objet. Ça marche assez bien dans un processus d'achat. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ça sur notamment Amazon. Ça peut marcher aussi dans de la recommandation de films, donc ce qu'on va retrouver sur Netflix. Ensuite, il y a un autre filtrage qui est le filtrage collaboratif, où là, on va plutôt recommander en comparant les utilisateurs entre eux. C'est aussi utilisé par Amazon. Là, l'idée, donc, c'est que l'utilisateur va avoir un certain parcours, il va avoir acheter des objets, en regarder d'autres, ainsi de suite, en mettre certains dans le panier. On va regarder d'autres utilisateurs qui ont eu des parcours sur les objets, sur les mêmes objets, des parcours un peu similaires, et on va regarder ce que ces utilisateurs ont ensuite acheté. Et ensuite, en fonction de ça, on va prendre ces achats subséquents et on va les proposer à l'utilisateur, à l'autre utilisateur. Donc on va comparer en gros un comportement d'utilisateur à un autre comportement d'utilisateur. Dans le cadre de l'apprentissage, c'est un processus qui est beaucoup plus complexe que juste acheter ou choisir un film. Ça a beaucoup plus d'impact aussi, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est surtout, en fait, et c'est un petit peu l'approche que nous on a, donc tout notre travail de R&D se base là-dessus, c'est une approche finalement qu'on appelle multivue. C'est-à-dire que on va organiser les learning objects et les utilisateurs selon différentes vues, mais en prenant aussi en compte la dépendance entre les learning objects et les utilisateurs. Bon, ça, en gros, c'est un petit peu un mélange du filtrage collaboratif et de la recommandation basée sur le contenu. Mais dans les algorithmes qu'on utilise, ce sont des différences qui sont qui sont assez marquées. C'est pas juste une combinaison des deux, pas une concaténation en fait de l'un et de l'autre. L'idée étant de bien prendre en compte les différentes vues. Et pourquoi c'est important de parler de différentes vues? Parce que l'apprentissage, c'est un problème aussi qui est multi-échelle. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, c'était relativement facile. Enfin, c'était pas facile, mais en tout cas, ça a été fait d'adapter, par exemple, dans une application de mathématiques, les différents exercices qui vont être faits pour notamment que ça soit à la bonne difficulté ou ajuster. Ou suggérer peut-être un cours spécifique ou une vidéo spécifique à regarder pour aider un apprenant qui aurait un blocage sur un point particulier. Donc ça, c'était faisable. Parce que justement, en fait, on avait un nombre finalement, une échelle qui était maîtrisée. Là, en fait, on va peut-être avoir un apprenant qui arrive et qui, lui, a eu un parcours avant, parce que, imaginons un apprenant qui a fait peut-être une première année de médecine et qui se réoriente en biologie. Il faut pouvoir prendre en compte ce contexte qui a une échelle différente, c'est-à-dire l'échelle d'une réorientation ou alors d'une expérience professionnelle ou scolaire précédente, par rapport à l'échelle beaucoup plus micro de ce qu'il est en train de faire dans son parcours. Donc on a aussi plusieurs échelles plusieurs vues, enfin les vues ont plusieurs échelles pour pouvoir prendre en compte cela et vraiment avoir le contexte de la personne. Enfin, un des exemples que je donne, c'est que idéalement, un étudiant en biologie, s'il doit apprendre il doit apprendre sur le sujet, sur Python, il va falloir que le système lui recommande des activités sur les animaux, alors que si la personne est dans un cursus d'informatique, il faudra lui recommander des objets sur le langage informatique Python. Et pour tout ça, il faut avoir du contexte sur l'utilisateur. Voilà. Donc c'est super important d'avoir cette approche multivue pour vraiment prendre en compte l'apprenant dans sa globalité.
Alors, pour parler un petit peu concrètement de nous, de ce qu'on propose, donc pour l'instant, on a indexé plus de 3 millions Learning Objects et on propose plusieurs manières d'accéder à ces données, à cet index de Learning Object. Donc on va proposer ça sous forme par exemple d'une extension Chrome. Je pourrais vous mettre dans le chat le lien. C'est une extension Chrome que vous installez, et quand vous faites une recherche, eh bien, vous allez avoir le plugin Ainokufu qui va se démarrer, qui va vous proposer des Learning Objects qu'on a indexés. Alors vous pouvez le personnaliser, vous pouvez choisir différents types, soit que ce soit des MOOC, des vidéos, des livres, des sites web, ou voire même certaines sources, si vous voulez que FunMOOC, que Coursera. Et donc, vous allez pouvoir voir ces Learning Objects qui vont apparaître sur le côté. Donc, en gros, voilà, donc c'est un plugin qui vous permet d'améliorer, si vous voulez, d'augmenter vos recherches sur Internet. Donc ça, c'est vraiment le premier niveau. On n'est pas encore dans la recommandation. Là, on n'est que dans la recherche, mais c'est un petit peu le premier niveau. Pourquoi je dis que c'est le premier niveau? Parce que le deuxième niveau, c'est qu'avec du contexte sur l'utilisateur, alors ça, on ne le fait pas sur l'extension Chrome parce que c'est complexe, mais avec nos partenaires, par exemple, avec les universités, donc on a aussi un plugin Moodle. En fonction des traces d'apprentissage des utilisateurs, on va pouvoir faire évoluer ces Learning Objects proposés, vraiment pour correspondre et prendre en compte justement le contexte, toutes les traces de l'utilisateur, pour lui personnaliser au mieux la suggestion de ressources. Donc en fait, notre produit se décline notre gamme Ainokufu Search se décline en 3 produits. Donc on a l'extension Chrome, qui est vraiment, on a simplifié au maximum la complexité de recherche pour que ça soit vraiment intégré. Voilà, donc c'est assez naturel. On a les résultats qui apparaissent sur le côté. Il y a peu de réglages à faire. C'est facile à installer, c'est facile à utiliser. Et ça, c'est vraiment ciblé pour les apprenants. Ensuite, on a eu des cas d'usage et des demandes justement des enseignants, où eux, ils veulent au contraire un outil qui soit beaucoup plus complexe, qui va permettre, où ils vont pouvoir chercher avec des critères assez précis des Learning Objects dans notre index. Donc c'est pour ça qu'on a développé Ainokufu Studio. Et ensuite, on a la version accessible de manière programmatique, donc via API de notre index, où là, carrément, dans une application éducative ou dans un LMS, on peut directement intégrer notre API et avoir ces Learning Objects qui vont remonter, soit sous forme de recherche, c'est-à-dire sans contexte d'utilisateur, soit sous forme de recommandation si on a une connexion avec le système de gestion des traces de l'organisme. Voilà. Et puis voilà, on arrive un petit peu à la fin, parce que je voulais laisser un petit peu du temps pour avoir des questions et interagir un petit peu, discuter, avoir vos retours. Voilà. Merci pour votre écoute. Alors, je vois dans le chat, comment faites-vous pour récolter les besoins des apprenants? Alors, donc, actuellement, en fait, la plupart dans l'université, par exemple, vous devez avoir un LMS. Donc, un LMS, c'est ce qu'on appelle un Learning Management System. Donc, ça va être une application sur laquelle les étudiants vont se connecter pour aller voir leurs cours, accéder aux exercices, lire les différentes ressources. Donc, ces LMS, il y a l'option, alors c'est pas forcément toujours le cas, mais ça devient de plus en plus, en particulier si l'organisme a vraiment conscience de la stratégie de gestion de ces traces, qui est vraiment pour moi quelque chose d'incontournable à notre époque. Il faut pouvoir gérer les traces. Et donc, ces traces, si elles sont bien gérées, elles vont être envoyées dans ce qu'on appelle un LRS, qui est un Learning Record Store. Finalement, c'est juste une base de données, mais qui est faite pour
récupérer ces traces. Bon. Et comme je vous le disais, maintenant, les parcours sont multiples, ils sont dans différents endroits, différentes applications. Donc, si il y a aussi par exemple, imaginons que les étudiants vont se connecter avec leur casque VR dans le futur, un endroit où ils pourront faire des TP virtuels, eh bien, si ce système-là, il suit les normes, donc il va pouvoir être connecté au LRS et récupérer aussi, du coup, les activités qui ont été faites dans l'espace VR. Nos clients, par exemple, qui installent l'extension Chrome, il y a possibilité que les traces d'utilisation soient aussi envoyées sur le LRS. Bon, après ça pose plein de questions au niveau RGPD, et c'est quelque chose qu'on prend très très au sérieux. Donc on n'a aucune vente, aucune utilisation commerciale de ces données. Ces données ne sont utilisées que dans le but pédagogique de nos clients. Mais en tout cas, donc avec et en plus elles sont pseudonymisées, donc il n'y a pas de, même si quelqu'un nous piratait notre base, il verrait pas qui a fait quoi, puisqu'il ne connaîtrait pas l'identifiant de chacun. Alors, contrairement à l'exemple que je vous ai donné où on voit l'email, on peut faire des traces en fait où il y a un identifiant qui permet de dire ok, cette personne elle a fait l'expérience A, l'expérience B et l'expérience C, mais on peut le faire sans que ça y ait son nom, son prénom et son email. Donc en gros, personne ne sait à part le système faire le lien. Et du coup voilà, donc ça permet de tout récupérer les traces dans ce LRS, et ensuite nous on va interroger ce LRS pour avoir du contexte sur l'étudiant et pouvoir du coup affiner la recommandation en fonction de son cas à lui. Alors je vais vous mettre dans le chat l'extension Chrome. Donc si vous voulez... ah non, vous voyez au mauvais endroit. Ah ouais, tac. Donc vous pouvez l'utiliser, donc c'est gratuit. Alors ça n'utilise pas du coup les traces, puisque du coup là c'est juste de la navigation. Mais ça en tout cas, vous pouvez quand même déjà personnaliser vos recherches, donc en sélectionnant les différentes sources qui vous correspondent. Voilà, donc si vous avez des retours, n'hésitez pas, on est preneur. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. De toute façon, la plupart de nos produits en fait, ont été conçus par les retours et les cas d'usage que nous ont fait remonter les clients. Nous, vraiment, notre technologie, finalement, le fondement de notre technologie, c'est d'indexer tous ces learning objects et développer ces algorithmes pour les recommander. Mais après, comment est-ce que ça se transforme en outils, ça, on est très preneur, puisque l'idée, nous, c'est vraiment pas de remplacer l'existant, pas de remplacer les enseignants, pas de remplacer les profs. Au contraire, c'est de leur donner des outils qui vont faciliter la personnalisation et à l'apprenant, enfin des outils à l'apprenant ou au professeur pour faciliter ses parcours. Actuellement, y a-t-il des organismes en capacité de personnaliser un parcours ? Alors nous, on a beaucoup de clients là qui se sont lancés dans des très gros projets parce que ça nécessite... comment dire ? Il y a un pas quand même à sauter qui est assez important, surtout si on part de zéro. Avec le confinement, ce qu'on a vu, c'est que la plupart des organismes de formation avaient un LMS, mais c'était quelque chose d'accessoire, de secondaire. C'était du présentiel d'abord, et en plus, vous voyez, on est hyper innovant, on est moderne, on a un LMS. Mais au final, c'était quelque chose d'accessoire et c'était pas quelque chose qui était central. Avec le confinement, il y a eu ce basculement où on a été obligé dans la précipitation de basculer sur ces outils-là, qui sont devenus les outils principaux. Et comme ces outils ils étaient faits pour être outils secondaires, ils n'ont pas tenu la charge, il y a eu des difficultés, ça a lagué, voilà. Donc là, il y a beaucoup d'organismes de formation qui disent « Ok, non, mais il ne faut plus considérer ces outils comme étant secondaires, peut-être pas d'ailleurs comme étant principaux, mais en tout cas de les mettre à même niveau que du présentiel. » Et du coup, il y a cette refonte qui permet donc de repenser les choses,
mettre en place un LRS pour centraliser les traces de différentes sources, d'avoir un LMS bien dimensionné, toutes ces choses. Donc là, actuellement, nous, on a des clients, et ceux qui sont avancés, c'est généralement les petits clients, ceux qui ont 5 ans d'existence, qui sont assez modernes et qui, du coup, en fait, dès le début, ont mis en place les bons outils. C'est sûr qu'une université qui a 30 000, 50 000 étudiants, qui n'est pas forcément déjà en cloud, donc ça, c'est un gros problème parce que l'implication, en fait, de centraliser ces traces, pendant longtemps, les traces, j'avais une université, en gros, et elle nous disait, mais nous, de toute façon, Mathieu, on garde que 2 ans les traces. Parce qu'on n'a pas le stockage, on ne peut pas stocker 40 000 étudiants qui génèrent peut-être chacun un millier de traces sur 2 ans. Vu qu'on stocke tout sur nos serveurs à nous, c'est trop, donc on est obligé d'effacer. Alors pour moi, ça m'irrisse les poils. Pour moi, me dire ça, c'est l'équivalent du gaspillage alimentaire. Parce que ça veut dire qu'on a des années et des années d'étudiants, du coup, dont on efface ces données, qu'on aurait pu utiliser, alors bien sûr, une fois de plus, c'est RGPD, anonymisation, mais qu'on aurait pu utiliser, par exemple, pour la recherche, pour faire des analyses, développer des modèles, identifier, par exemple, les dyslexiques, quels sont les parcours qui correspondent mieux. Voilà, donc ça, en fait, il faut avoir une stratégie cloud pour que ce stockage soit finalement pas si cher, ne soit plus une barrière, et qu'on puisse le mettre en place à grande échelle. Alors ensuite, dans le cas où l'apprenant reprend une formation et n'est pas plus universitaire, est-ce le même protocole? Oui, exactement. Donc là, c'est ce sur quoi on travaille dans ce qu'on appelle le Data Space Education and Skills. Donc à l'échelle européenne, c'est marrant parce que c'est aussi suite au confinement. Donc en France, le lead, c'est l'éducation nationale. On a plusieurs EdTech, donc entreprises EdTech qui y sont. Il y a l'INRIA aussi qui y est. Il y a plusieurs aussi grandes universités, l'Université de Lille. Donc dans ce data space qui est fait dans chaque pays européen à son data space, et l'idée c'est que le data space Education and Skill européen soit sur ces mêmes normes d'interopérabilité pour qu'on puisse avoir un échange entre l'étudiant qui a fait une année à Paris sur le LMS Moodle. Ensuite, il fait 1 an en Erasmus à Berlin sur un LMS Blackboard. Ensuite, il va travailler pendant X années. Il fait une formation professionnelle sur mon compte formation en retournant en France. Tout ça, ça va générer des traces. Des traces, si elles sont, donc, et si les gens adhèrent au data space, parce que c'est pas obligatoire, mais en tout cas, c'est fortement incité, et qui suivent les normes qui sont établies dans le data space, les données seront émises au même format, donc facilement partageables. On a un cas d'utilisation actuellement avec la région Île-de-France, où les étudiants qui sont en licence et qui veulent se réorienter de manière un peu anticipée, parce que, par exemple, ils sont rentrés en L1 parce que c'était un petit peu leur choix par défaut sur Parcoursup, et finalement, au bout d'1 mois ou 2, ils s'aperçoivent que c'est pas la bonne orientation. Et bien là, ils peuvent se connecter à une série d'applications éducatives. Il peut faire celle qu'il veut, celle qui va correspondre du coup à son besoin. S'il y en a un, c'est plus le besoin CV, l'autre, c'est besoin il faut que j'explore les différents métiers qui sont possibles, ainsi de suite. Donc, il va aller dans ces différentes applications. Ces différentes applications sont connectées dans le même réseau, partagent les données de la même manière selon le même protocole. Et du coup, qui passe d'une application à l'autre, il n'a pas à re-rentrer ces informations. Au contraire, dès que son arrivée dans l'application suivante, il y a déjà les données qu'il a générées dans l'application, la première application qui sont transmises. Et du coup, il y a un fil en fait qui se construit. Et à la fin, il peut exporter tout ça, par exemple, dans son cloud sur Cozy, récupérer ces données et voire même
récupérer ces données et les partager avec son conseiller d'orientation pour dire, ben voilà, argumenter en gros finalement sa reconversion. Donc ça arrive. Et avec le Data Space Education and Skills, ça devrait se déployer à l'échelle européenne sur les 5 prochaines années. Donc nos clients, ce sont les organismes de formation. On a finalement 2 types de clients. On a les organismes de formation, finalement, formation professionnelle, et qui travaillent sur, qui font des formations sur mon compte formation. Et on a les organismes de formation côté université, enseignement supérieur. Donc ce sont nos clients. On a donc les 3 produits que je vous ai montrés. Donc ce sont des produits qui s'installent, utilisables facilement. Sur la partie API, ça nécessite une intégration plus complexe. Donc dans ces cas-là, on ne vend pas juste l'accès à l'API, on va aussi faire le développement nécessaire, voire même pour certains clients, les aider à déployer même pour eux, leur LRS, intégrer dans le LMS les envois de traces, ou dans les autres applications, s'ils ont des applications spécifiques, on peut les envoyer vers ce LRS, faire l'intégration, et ensuite du LRS se connecter à nos outils. Voilà. Alors comment protéger les données? Donc ça, c'est une question assez importante. Ce qui est important, en particulier sur la vie privée, c'est de protéger l'identité. Donc, il faut que les données, elles soient pseudonymisées. Donc, pseudonymiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut garder quand même le lien, parce que ça, c'est hyper important. C'est de garder le lien entre la trace A, la trace B et la trace C, si c'est la même personne qui l'a faite. Ça, il faut qu'on puisse savoir que c'est la même personne qui l'a faite. Parce que sinon, en fait, on peut pas avoir le contexte de la personne. Donc ça, c'est important. Et c'est pour ça que quand ceux qui militent pour l'anonymisation, c'est bien, mais on perd de l'information. Et l'anonymisation, c'est souvent, en France, malheureusement, on n'a pas de stratégie nationale de la donnée. On a une stratégie nationale de l'IA de confiance, on a une stratégie nationale du cloud, et il nous manque une stratégie nationale de la donnée. Pourquoi? Parce que le pouvoir public, ils ont mis en place, ce qui est génial, mais ils ont mis en place le programme Open Data, et on est en Europe, on est plus avancé dans l'Open Data. Et ça, c'est génial. Que nos administrations, donc les données publiques, et publiques, non médicales, et puis non secret défense, qu'elles soient mises à disposition de tous, c'est bien. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce dataset, la plupart des datasets en open data, ils ont une valeur qui est bien moindre, surtout lorsque c'est anonymisé. Et en fait, ok, donc on a du partage de données, mais c'est des partages de datasets à faible valeur. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses. Nous, d'ailleurs, on a publié des analyses sur mon compte formation, donc c'est super intéressant et ça permet de voir des tendances. Mais c'est pas la même chose que d'avoir le fil à l'échelle de l'individu. Donc ça, c'est important de bien distinguer entre anonymisation et pseudonymisation. Ensuite, il y a des bonnes pratiques. Il y a des bonnes pratiques pour qu'en interne, dans les bonnes pratiques de développement, même en interne, on ne puisse pas voir ces données. Donc nous, les données, par exemple, alors on enregistre l'IP, mais l'IP, il est crypté. Parce que l'IP aussi, l'information géographique est importante. C'est-à-dire que savoir que telle personne a fait ça et qu'elle est dans cette zone-là, en fait, c'est hyper important pour le contexte. Mais par contre, ce qu'on veut protéger, et ce qui n'est pas important finalement de savoir, et même au contraire serait compliqué si ça fuitait, c'est de savoir que cette personne, elle habite vraiment à Lyon, donc elle habite vraiment à machin. Donc ça, il ne faut pas le savoir. Donc nous, en fait, on récupère, ces informations, elles sont cryptées. Il n'y a que moi qui ai les clés de décryptage, mais bon, je ne m'amuse pas à le faire. Et du coup, en fait, quels que soient les développeurs qu'on a chez nous, ils ne voient pas les données. Et même si on nous piratait, ils ne verraient pas en fait les IP exacts des gens, ils ne verraient pas leur adresse email, leur nom, leur prénom. Tout ça, ils ne les voient pas. Par contre, on a quand même des identifiants qui permettent
à nos algorithmes de savoir que c'est la même personne qui a fait ces activités dans cette zone-là, géographique. Voilà. C'est les données géographiques de nom et d'email, ce sont les données... en fait, ce sont des données qui... C'est ça, les données généralement privées qui posent problème. Parce qu'on peut même avoir des données médicales, mais si on ne remonte pas à l'individu ou à où il habite, finalement, c'est pas si grave que ça. Et c'est ça qu'il faut vraiment protéger. Et une fois qu'on protège ça, en fait, on peut finalement ne pas crypter le reste et faire des choses très intéressantes, du coup, sans perdre de valeur sur le dataset. Et donc, c'est des choses c'est des bonnes pratiques qu'on essaye de partager en ce moment et de construire sur le dataset. Oui. Oui, bonjour. Je vais faire le mauvais élève dyslexique à mon tour. Alors, celui qui apprend, moi je crois comprendre qu'on apprend aussi avec ses valeurs, qu'on apprend aussi avec sa psychologie. Et l'apprenant apprend aussi par bricolage, butinage et braconnage. Et est-ce que l'usage, on va dire, des algorithmes et de l'indexation, c'est pas une simplification à l'extrême et qui est peut-être loin de la manière que l'apprenant, avec la manière avec laquelle l'apprenant apprend, qu'on ne peut pas mettre en parallèle forcément avec une machine. Ah bah, l'idée, c'est pas que ça devienne, enfin, que l'apprenant, il se pose dans une chaise. Alors, je vais vous faire une aparté. Souvent, on me demande d'où ça vient le mot Ainokufu. Donc, Ainokufu, ça vient de la scène de Matrix où on a Neo qui se réveille après qu'on lui ait téléchargé dans le cerveau le Kung Fu. Et il se réveille et il dit I know Kung Fu. Et en fait, bon, ce même, ça c'est devenu un même. Mais ce qui est super intéressant, c'est donc il y a Morpheus en face de lui. Morpheus c'est son mentor. Et la réponse de Morpheus à cette exclamation, ce réveil après le téléchargement du Kung Fu dans le cerveau qui dit I know Kung Fu, c'est de dire show me, c'est montre-moi. Et ensuite, on a toute la scène où il apprend à se battre. En fait, il voit que, ok, il a téléchargé le Kung Fu dans le cerveau, mais c'est pas parce qu'il a téléchargé que ça s'est transformé dans une compétence maîtrisée à un niveau professionnel. C'est pour ça qu'on s'appelle Aino Kung Fu. C'était pour partir pour prendre à contre-pied ce rêve en disant que dans le futur, on se mettra un casque de réalité virtuelle, on restera assis et puis il y aura tout on ingurgitera tout dans le cerveau et puis on connaîtra tout. Non, ça sera jamais. Je suis d'accord avec vous. Donc c'est pas du tout ce qu'on essaye de faire. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt de simplifier et améliorer ce qui est nécessaire. Enfin, je veux dire, imaginons on prend un professeur universitaire qui sont des gens forcément brillants et on les met devant 150 élèves et il récite il lit un livre, enfin c'est du vécu, hein, c'est comme ça que moi j'ai eu mes premières années universitaires, il lit un livre qu'il a écrit il y a 5 ans, 10 ans. Au final, en fait, l'étudiant, il aurait pu le lire chez lui, dans un environnement, un meilleur environnement. Et puis ce gars brillant, en fait, on aurait pu le faire intervenir par petits groupes pour qu'il parle, pour qu'il aide les étudiants à comprendre une réaction chimique particulièrement compliquée ou un calcul en physique qui est pas évident. Voilà. Donc ça, c'est nous ce qu'on voudrait, c'est un petit peu c'est remplacer ces moments en fait où finalement l'humain a pas de valeur ajoutée et que ça soit remplacé par des choses qui sont automatisées et justement déployables à grande échelle, parce que ça c'est important. Moi j'ai vécu Montessori et puis pour ma petite fille je le fais aussi, mais pourquoi est-ce que Montessori 100 ans après c'est pas appliqué à grande échelle? Parce que c'est impossible pour un prof de le faire. Quand on a 30 gamins, on ne peut pas faire ce qu'on fait avec 2 ou 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour libérer du temps, en gros, pour les professeurs et pour que, justement, le moment où il va passer avec ses étudiants, il soit de bonne qualité.
Voilà, c'est vraiment notre approche, enfin, nos valeurs fondamentales. Mais c'est pas du tout de remplacer ça, hein. Au contraire, il faut justement le contact humain, il en faut, mais il faut du contact humain de qualité, quoi. Bah, finalement, ça fait une superbe conclusion, hein, de la part de l'humain. Bon, je pense qu'on va arrêter cette conférence. On vous remercie. Voilà. Merci à vous. Voilà,